C'est un militant israélien, un activiste juif, sioniste, amoureux d'Israël, que vous connaissez peut-être si vous êtes sur les réseaux sociaux. Il se bat en tout cas pour faire entendre ses idées, pour défendre l'État juif un petit peu partout dans le monde. Nous accueillons Rudy Rockman. Bonjour Rudy. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Et vous-même? Ça fait déjà un an, hein, Rudy, qu'on ne s'était pas parlé. Justement, on s'en souvient de cette mésaventure au Nigeria. Vous étiez emprisonné pendant plus de 20 jours avec vos amis, alors que vous tourniez justement votre série de documentaires, notamment sur les Juifs d'Afrique. Et on vous invite à regarder notre précédente interview l'an dernier, si ça vous intéresse. En tout cas, Rudy, on vous retrouve à présent. Vous êtes justement en Afrique de l'Est, actuellement à l'île Maurice, à l'île Maurice pour travailler sur votre post-production, et vous venez de tourner un épisode sur les Juifs de Madagascar. Alors on va en parler justement, mais d'abord concrètement un mot de ce projet We Were Never Lost, c'est le titre de votre série. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce qu'on peut rappeler justement l'objectif de cette série? La communauté juive du monde qui fait à peu près 15 millions de personnes qu'on connaît qui sont séfarades, ashkénazes, mizrahi Jews ou les Éthiopiens, c'est vraiment en fait à peu près 2,5 tribus. Mais notre peuple vient de 12 tribus. Et il y avait 10 tribus qui étaient exclues de la terre d'Israël après la destruction de la premier temple. Et ils existent toujours dans le monde. Et on parle historiquement qu'un jour il faudra les trouver, ou dans la Torah qui disent qu'un jour dans le temps de Mashiach qui reviendra. Et jamais on a vraiment essayé d'aller les trouver ou de les reconnecter. Et quand j'étais étudiant à Columbia University, j'étais aussi le président du groupe d'Israël, j'avais créé le groupe là-bas. J'avais rencontré une femme qui avait visité des communautés juives en Afrique. Et quand j'ai vu des photos de juifs mettre des tefillin, de lire le schéma, d'allumer les bougies pour Shabbat, et j'ai dit, attends, mais comment ça se fait que j'ai jamais appris ou su qu'il y a des juifs dans tous ces pays, en Ouganda, en Tanzanie, en Zimbabwe, en South Africa, en Nigeria, en Madagascar, toujours en Éthiopie. Et je me suis rendu compte qu'il fallait faire beaucoup de travail dans cette génération de reconnecter ces communautés. La raison pourquoi on a appelé notre documentaire We Were Never Lost, c'est parce qu'on a toujours appris sur ces communautés comme les tribus perdues, the Lost Tribes. Mais en réalité, ils ont toujours préservé leur identité et des aspects du judaïsme que même nous, en tant que communauté juif, séfarade, ashkénaze et d'autres, qu'on a perdu, comme quel locust, quel criquet est toujours caché, des choses que eux ils ont gardées. Alors c'est comme ça qu'on a commencé ce projet de documentaire pour ramener ces histoires à la lumière, pour que notre génération reconnecte avec eux, pour que eux ils ont aussi le droit de venir en Israël comme tous les autres juifs, et qu'on sera un peuple uni, pas que de 2,5 tribus, mais de tous les tribus. Bien sûr, changer fondamentalement la façon dont l'identité juive est comprise par le monde. Alors, vous êtes allé à Madagascar. Dans quel autre pays vous êtes allé pour l'instant? Alors depuis la Nigeria qui était il y a un an, on était à Uganda, Tanzanie, Zimbabwe, South Africa. Là, on vient de faire Madagascar et on a toujours besoin de faire Éthiopie et aussi retourner à Nigeria parce que quand on était là-bas, on a filmé que pour 2 jours avant d'être pris en prison. Alors on doit retrouver un moyen de retourner là-bas ou de embaucher un local crew, des gens qui vont filmer localement au lieu de nous. Ouais. Alors il faut toujours trouver la solution à ça, mais on a décidé de garder ça pour dernier, pour comme ça on peut faire tous les autres et voir les portes qui s'ouvrent en temps. Et donc les épisodes ont déjà été produits. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà les voir ou c'est en préparation? C'est en préparation parce qu'on va lâcher tout en même temps. Ça va être un documentary series. Each episode, c'est sur un peuple différent. Alors, Nigeria, c'est un épisode. Zimbabwe, South Africa, c'est un épisode parce que c'est les Lamba qui habitent sur les deux pays. Tanzanie, c'est un épisode. Uganda, c'est un épisode. Madagascar, c'est un épisode. Et Éthiopie, 6 épisodes. Alors, il faut toujours filmer Éthiopie, il faut toujours filmer Nigeria, et il faut toujours faire le post-production, le editing de tout le vidéo. Et une fois qu'on a fini ça, on pourra lancer et tout le monde pourra voir le film. Alors, vous avez pris vos dispositions cette fois, Rudy. Vous n'avez pas annoncé sur les réseaux sociaux où vous étiez justement à Madagascar. Pourquoi? Est-ce que vous avez été menacé à nouveau ou c'était simplement par prudence? Déjà, l'Afrique, c'est quelque part que chaque pays est vraiment différent. Nigeria, c'est un pays qui est très dangereux. C'était le plus dangereux sur notre liste. Arguably, les gens pourraient dire c'est un des plus dangereux en toute Afrique, si pas dans tout le monde. Alors, Nigeria, c'est un peu différent, mais d'autres pays, on a décidé que comme Nigeria a des contacts dans tous ces pays, des agents dans tous ces pays, et même, tu sais jamais, quelque chose peut se passer partout, on a décidé de que faire des social media posts quand on parle, ou de poster des choses sans vraiment révéler où on est exactement. Alors, comme Madagascar, on s'est senti un peu plus confortable que d'être en d'autres pays parce que c'est plus une île et déconnecté, même si c'est très dangereux comme pays. Il y a beaucoup de kidnapping et de choses comme ça.
moins de côté politique et de côté gouvernement, plus de côté gens qui veulent trouver de l'argent et des ransoms. On a décidé de pas poster rien quand on fait les voyages, mais depuis Nigeria, on était dans plusieurs pays. À chaque fois qu'on on y va, on poste jamais où on est, on poste juste après. Alors là, on est en train de mettre beaucoup de stories, de contenu de qu'est-ce qu'on a vécu dans les dernières 2 semaines. Et voilà. Alors, vous étiez à Madagascar, justement, qui renferme une communauté très, très variée, très riche. Vous avez partagé certaines anecdotes. Par exemple, c'est interdit de s'habiller en noir parfois. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement certaines choses que vous avez faites là-bas, certaines anecdotes que vous souhaitez peut-être nous partager sur Radio J? Sûr. Alors, en Madagascar, c'est vraiment des Juifs qui ont des différentes expériences. Alors, il y a des Juifs qui descendent de le temps quand les Hébreux étaient en Égypte. Il y a des Juifs qui sont arrivés là-bas de temps quand il y avait les 10 tribus qui s'étaient déplacées. Il y avait des Juifs qui étaient envoyés là-bas pour amener de l'or et des bois pour le temple de Shlomo, dans le premier temple, qui sont allés là-bas pour trouver ces ressources. Et ils ont même créé une communauté là-bas et les descendants, ils sont toujours là-bas. Alors, il y a plusieurs formes de groupes de Juifs qui sont partis en diaspora, de Yémen, de la Syrie, du Liban, de la Turquie, de les 10 tribus qui sont descendants de les Hébreux quand ils étaient en Israël. Alors, toutes ces communautés, ils sont ou ensemble ou séparés. Maintenant, dans le sud-est, à Voipen, il y a une communauté qui descend plutôt de Juifs qui sont venus de Yémen et aussi des Hébreux qui étaient partis pendant le temps d'Égypte et aussi des Hébreux qui étaient venus pendant le premier temple. Et là-bas, ils n'ont pas le droit de mettre du noir parce que ça représente la mort ou de faire mourning time pour quelqu'un qui est mort. Et tu peux pas mettre du rouge parce que le rouge, c'est la couleur royale. Et ils croient D'accord. que beaucoup d'eux, ils sont aussi des Lévis. Et le couleur du drapeau des Lévis était noir, blanc et rouge. Alors, il y a plein de liens que tu vois qui même sans qu'ils sachent, correlate. Ils montrent qu'ils montrent. Maintenant, le groupe Avoipan, aujourd'hui, les Chachamim, les gens qui ont gardé l'histoire, qui ont gardé tout écrit, ils s'appellent les Katib. En hébreu, Katib, c'est aussi en arabe, et aussi hébreu, ça veut dire écrivain, ou quelqu'un qui a gardé le livre. Et ils ont écrit toute leur histoire. Et ils nous ont montré des livres qui dataient des centaines d'années, même des artefacts à des milliers d'années, et qui montrent leur histoire de comment ils sont arrivés ici, comment ils ont gardé leur identité. Et beaucoup d'eux, ils sont en train de faire semblant pendant les derniers 100 ans d'être chrétiens ou d'être musulmans pour pas être embêtés par les missionaries, les chrétiens qui ont voulu spécialement convertir les juifs dans tous ces pays. C'est un thème qu'on a vu dans plein d'endroits, en Tanzanie, en Zimbabwe, que les gens font semblant d'être d'une autre religion pour pas être attaqués en tant que juifs. Mais quand tu leur parles, tu vois qu'ils comprennent complètement le judaïsme et les histoires de la Torah. Il y a même un individuel qu'on a rencontré qui a appris l'hébreu et l'ancien hébreu, le Paleo-Hebrew. On a ouvert un livre, il pouvait lire de nulle part et je lui ai demandé des questions de Torah et de Kabbalah que sans étudier, tu pourrais pas savoir et il savait toutes les réponses. Alors, il y a vraiment quelque chose Ouais. d'extraordinaire là-bas. Mais justement, c'est intéressant puisque souvent la question des Juifs d'Afrique peut être polémique, peut porter à controverse en Israël. On sait qu'il y a de nombreuses opérations voilà, qui ont fait qu'Israël a ramené ces Juifs éthiopiens, par exemple, en Israël, les Juifs d'Éthiopie, hein, l'opération Salomon, l'opération Moïse, l'opération Tsour Israël plus récemment. Certains responsables de l'agence juive disent aujourd'hui qu'il n'y a plus finalement de véritables, entre guillemets, Juifs. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'on puisse faire une distinction en Israël entre juifs reconnus et non reconnus, entre guillemets? Ils méritent d'être reconnus quand même en tant que juifs malgré tout. D'abord, j'aimerais bien qu'ils disent ça après qu'ils voient le film. Et je pense pas que personne va dire qu'il n'y a pas de juifs en Afrique qui restent après qu'ils vont voir qu'est-ce qui existe là-bas. Je peux comprendre qu'au début, quand quelqu'un, il a jamais entendu, il a jamais vu, ils ont jamais vraiment expériencé qu'est-ce qui se passe là-bas, de dire, ah, mais c'est impossible qu'il y ait des juifs de là-bas. Mais une fois que tu vois la vérité, et que tu le rencontres et que tu vois qu'est-ce qui se passe là-bas, ça va être impossible de pouvoir dire quelque chose. C'est comme si il y a un juif ashkénaze qui rencontre un juif séfarade, il a jamais entendu de juif séfarade, il dit, mais comment est-ce que vous êtes juif? C'est peut-être pour lui, dans ce moment-là, sans le contenu, c'est comme fou de rencontrer des juifs d'autres endroits qu'il a jamais rencontrés. Mais pour le juif séfarade, il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Comment est-ce que je suis? Bien sûr que je suis juif. Comment est-ce que tu sais pas? Alors, on habite dans une réalité, une génération aujourd'hui qu'on est déconnecté de ces histoires. Alors, les gens qui sont très rejetants de ces narratives, je comprends où ils sont en train de commencer, mais on est aussi la dernière génération qui était née sans savoir qui ils sont et ces histoires-là. Alors justement, aussi, c'est intéressant de parler de ces juifs d'Afrique. Quelles relations ils entretiennent avec l'État d'Israël? Et est-ce que c'est facile aussi pour eux de pratiquer leur religion dans certains de ces pays?
Ça dépend, chaque pays est différent. D'abord, l'État d'Israël a ramené des Juifs d'Éthiopie que dans les années 80 que ça a commencé. Qui veut dire que avant qu'ils sont venus, avant que le rabbanout avait dit qu'ils étaient juifs, ça veut pas dire qu'ils étaient pas juifs, ça veut dire juste que dans les années 80, on a commencé vraiment à faire le travail et il y a toujours beaucoup de juifs qui sont en Éthiopie qui ont toujours besoin de rentrer à la maison. Alors il y a beaucoup de travail à faire et c'est pas que en Afrique, c'est aussi en Asie, en Amérique du Sud, il y a plein d'autres endroits dans le monde où il y a des tribus d'Israël, où les Bnei Anosim, les juifs séfarades, qui étaient convertis au catholicisme et qui faisaient semblant d'être chrétiens pour survivre l'inclusion de l'Espagne. Il y a plein de communautés juives qu'il faut toujours retrouver. Maintenant, chaque communauté est différente, mais dans tous les endroits qu'on était en Afrique, ils sont tous sionistes, ils sont tous connectés en Israël. Et même d'une façon tu vois, qui pensent plus loin que le gouvernement d'Israël. Par exemple, les Igbos au Nigeria. Il y en a beaucoup qui ont trouvé leurs moyens à arriver en Israël. Et il y a quelques années, il y avait une grande déportation de juifs Igbo. Et une fois qu'ils sont fait déporter à peu près une cinquantaine de juifs, il y avait une conversation entre les Igbos en train de dire attends, tous les médias nous demandent de reporter, de parler de qu'est-ce qui s'est passé. Et même si c'est horrible, quand, avec nos frères et sœurs, on s'est fait sortir de d'autres pays, de notre terre, et ils rejettent notre judaïsme parce qu'on regarde différent, parce qu'ils ne nous connaissent pas, quand même, on sait que si on va faire des marches dans les médias, ça va être utilisé contre Israël, et nous, on est parti d'Israël, alors ça va être contre nous. Alors, on va décider de rien dire et de avaler qu'est-ce qui s'est passé à nous. Oui. Alors, eux, ils sont très connectés à Israël. Ils veulent faire la majorité spécialement les jeunes, ils veulent faire l'Aliyah, ils veulent faire l'armée. Et je te parle pas des communautés que tu pourrais imaginer, des juifs qui sont pas éduqués, qui viennent des endroits où il n'y a pas de civilisation. Et même eux, en tant que juifs, ils ont le droit de venir autant que tous les autres juifs. Mais beaucoup de juifs en Israël, ils ont peur de le fait que s'ils vont venir, ça va être mauvais à l'économie d'Israël. Et je dis au contraire, quand tu regardes les Igbos, c'est la démographie la plus éduquée et la plus riche en toute Afrique. Et les jeunes, ils ont des master's degrees, ils veulent venir, ils veulent établir Israël, ils veulent rajouter à Israël. Alors au contraire, ça va aider Israël économiquement. Alors une première saison sur les Juifs d'Afrique qui va sortir très prochainement. Est-ce que vous avez une date prévue de sortie pour cette première saison en tout cas de documentaire ? Une fois qu'on filme tout, c'est plus facile de donner une date parce qu'on a toujours besoin de retourner en Éthiopie que là maintenant il y a une guerre civile. On devait aller juste après la Madagascar, mais on a dû repousser à cause de la guerre civile. Et il faut toujours retourner à Niger. On ne sait pas comment ça va être, quand ça va être, combien de temps ça va prendre. Mais on estime à peu près 8 mois, 1 an, tout sera fait et tout sera fini. Et donc il y aura après peut-être une saison 2 sur les Juifs d'Asie, j'imagine ? Le but de quand on va le vendre, c'est d'utiliser cet argent pour financer la saison 2 qui sera en Asie et saison 3 qui sont en Amérique du Sud. Alors justement, on peut vous aider, hein, Rudy, en faisant un don sur votre site internet We Were Never Lost. Comment faire justement pour vous faire un don ? Alors si tu vas sur wewereneverlost.com, il y a un promo vidéo qui explique notre projet, il y a un pitch deck qui détaille exactement où on va aller, et il y a un grand support button en jaune que les gens peuvent cliquer, ils peuvent donner une donation. Et les gens qui veulent donner des grandes donations, ils peuvent nous communiquer vers email et on peut trouver un moyen parce que c'est aussi tax deductible pour ceux qui habitent en Amérique. Mais toutes les donations aident. Et pas que donations, s'il y a des gens qui ont de l'équipement matériel juif, des sidorim, des tfilin, des talitot, des bougies, d'avdallah, de toutes les choses que peut-être vous avez chez vous, vous pouvez nous contacter, on peut trouver des moyens à envoyer ces matériels aux communautés qui ont vraiment besoin de ces choses-là. We Were Never Lost, donc un portrait émouvant du désir d'appartenance, de la communauté, du dévouement indéfectible à la fois et de ce que signifie être juif dans le monde moderne. Alors Rudy, il nous reste un peu de temps et je voulais parler aussi de votre deuxième combat, puisque vous êtes avec nous, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, vous voyagez beaucoup aussi en Europe. Et récemment, vous avez publié une vidéo qui a beaucoup fait parler en France notamment, puisque vous avez discuté avec un homme d'origine algérienne. Vous avez filmé cette discussion un petit peu lunaire. Hein. Un homme, dans cette vidéo, vous dit qu'il n'aime pas les juifs. C'est une vidéo assez édifiante. Finalement, on comprend que tout vient de l'éducation. Et ça, c'est aussi votre combat, Rudy, tenter de discuter pour désamorcer certaines haines viscérales. Ouais, d'abord, cette personne n'avait jamais rencontré un juif de sa vie. Alors, tout l'aine qu'il a, il faut comprendre que c'est pas quelque chose de vraie expérience, c'est quelque chose qui était appris. Alors déjà, il y a une grande rééducation qu'il faut être fait. Et il faut pouvoir parler de notre narrative et de montrer notre histoire de notre langage, parce qu'aujourd'hui, tout le monde qui parle d'Israël et le peuple juif, c'est normalement les gens qui sont anti-Israël et anti le peuple juif. Imagine, t'entendais des narratifs sur les femmes ou les narratifs sur les noirs, de gens qui sont anti-femmes ou anti-noirs.
Ce sera un monde à l'envers ou peut-être un monde qui existait il y a 60 ans. Mais comment est-ce que les générations ils ont changé? C'est par changer le narratif et de ces communautés eux-mêmes, de parler de leur histoire et de faire changer la culture populaire de comment ils comprennent ces choses-là. Alors, si nous, on veut que le monde nous respecte, ça va pas être par demander le monde nous respecte, mais ça va être de changer le culture qui existe dans ce monde de comment on est vu et de se lever et de mériter les droits. Parce que les droits, ils ne sont pas donnés, ils sont mérités. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne devraient pas être donnés, ça veut dire qu'on habite dans un monde que si tu veux quelque chose, tu dois le mériter et faire quelque chose pour changer. Dans cette conversation, il avait dit plein de choses antisémitiques, mais à la fin, tu vois qu'il me fait un fist pump. Et tu vois que en fait, quand tu es confident, tu es confiant, tu es respectueux, mais tu mets aussi des lignes de où tu peux croiser, que à la fin la personne il a respecté ma démarche et comment j'ai communiqué avec lui, et je peux te dire que la prochaine fois qu'il pensera d'un juif, il pensera à moi. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre qu'on est en train de parler aux juifs, tous les juifs. Quand on parle à quelqu'un qui a jamais rencontré un juif de sa vie, on peut être la première fois qu'il rencontre un juif, on peut être la dernière fois qu'il rencontre un juif. Alors chacun de nous, quand on est dans ces conversations, dans cette situation, on a une responsabilité de pouvoir donner l'image de notre peuple d'une meilleure façon possible. Et j'aimerais bien que tout le monde pense ça quand ils sont dans ces conversations-là, d'être aussi éduqués que possible, de pas perdre leur cool et de s'énerver et d'insulter parce que ça va jamais rien faire, mais au lieu de être en combat, de voir comment est-ce que je peux guérir la situation. Comment est-ce que je peux faire cette personne comprendre vers leur langage, vers comment ils voient le monde, une différente réalité qui inclut la façon de comment ils voient le monde. Bien sûr. Et ça, c'est une différente façon de avoir des interactions, de connecter avec des gens que de juste être un contre l'autre. Ouais. Et aussi reconnaissance de l'État d'Israël. Vous multipliez aussi d'autres vidéos où vous parlez d'Israël. Important voilà, que certaines personnes reconnaissent que cet État existe auprès d'un certain type de population, notamment arabo-musulmane. Et vous avez justement aussi récemment publié une vidéo avec une femme voilée qui disait qu'elle respectait votre point de vue, même si elle, de son côté, voilà, elle n'aimait pas clairement Israël, l'État d'Israël. Ouais, il faut juste déconnecter ces narratifs de être pro-palestinien, ça veut dire d'être contre Israël, ou d'être pro-Israël, ça veut dire d'être contre les Palestiniens. Si moi, je peux voir un Palestinien dire, OK, vous avez le droit de votre identité, votre existence, de qui vous êtes, mais ça ne veut pas dire que ça doit être contre ma existence et ma identité et ma connexion à la terre. Eh ben, il y a une façon de pouvoir créer une réalité qui inclut les deux vérités. Et de cette façon de voir qu'il faut ou diviser les deux ou être un contre l'autre, c'est vraiment l'essence qu'a continué ce conflit jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on a fait des deux côtés. Les Anglais nous ont appris que le problème des Palestiniens, c'est en fait Israël et les Juifs qui sont venus se autodéterminer dans leur terre. Et pour les Israéliens et les Juifs, ils ont dit, les Palestiniens sont partis de ce monde arabe qui sont après vous et qui veulent être aujourd'hui vous détruire. Et de continuer cette réalité quand il n'y en aura pas un ou l'autre peuple qui vont disparaître, ça va juste continuer le conflit. Alors, une génération doit venir et dire, OK, on en a marre de continuer le conflit de les générations qui venaient avant nous. Il faut créer quelque chose de nouveau. Maintenant, ça ne veut pas dire d'aller en arrière de qu'est-ce qu'on a gagné ou de qu'est-ce qu'on a vécu ou de qu'est-ce qu'on a accompli. Ça veut dire d'aller devant, mais d'inclure tout le monde dans cette réalité pour le futur. Eh bien, merci beaucoup, Rudy Rockman. C'était très complet, en tout cas, et on peut vous soutenir votre série de documentaires We Were Never Lost. On n'hésite pas à faire un don si ça vous intéresse, bien entendu. Merci beaucoup, Rudy. On se retrouve très bientôt et bon courage pour la suite de votre parcours. À très bientôt.